Vous le savez, j'aime bien vous parler d'expériences faites sur nous, les humains. En général, ça n'est rien de bien méchant. On monte des lignes de longueur différentes, des suites de chiffres, des anagrammes. Parfois, ça va un peu plus loin. On se fait enfermer en HP, par exemple. Mais il existe un autre type d'expérimentation humaine. Une phase plus... sombre. Rangez votre éthique au placard, ayez le cœur bien accroché et placez les âmes sensibles devant Gulli. Parce que les sujets d'aujourd'hui sont sales, ils sont inhumains et parfois inutiles, mais jamais, au grand jamais, agréables à entendre. Et encore moins à vivre. Selon vous, quel serait le meilleur moyen pour connaître les impacts d'une attaque biologique sur une ville? Faire une simulation par ordinateur? Utiliser les sciences, la physique, la chimie pour comprendre comment une bactérie lâchée dans les airs agirait? Non, 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 non. Le plus simple, ça reste encore de lancer une attaque biologique sur la ville en question. Hein? Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, le Code de Nuremberg met en place une série de règles éthiques sur l'expérimentation humaine. Oh, 3 fois rien. Des règles toutes simples, comme le principe de cobaye volontaire, conscient et informé, ou encore que l'expérience ne doit pas être conduite s'il y a des raisons de croire que les cobayes puissent être blessés ou tués. 3 ans plus tard, l'armée américaine a pris le Code de Nuremberg, l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Fuck yeah !» en réalisant la plus grosse expérimentation humaine de l'histoire. Du 20 au 27 septembre 1950, l'armée américaine lance l'opération Sisprey. C'est une simulation d'attaque biologique sur les côtes de San Francisco. Ils pulvérisent pendant une semaine une bactérie au-dessus de la tête de plus de 800 000 habitants, qui n'étaient bien sûr au courant de rien. Bien entendu, ils étaient persuadés qu'il s'agissait d'une bactérie tout à fait inoffensive, mais bon, déjà par principe, c'est moyen. La bactérie en question s'appelle Serratia marquescens. Alors bien sûr, ce n'est pas comme s'ils avaient diffusé une souche de malaria au-dessus de San Francisco. La Serratia marquesens est parfois présente à petite dose dans notre environnement. Seulement voilà, balancer un nuage de cette bactérie au-dessus de plus de 800 000 personnes n'est pas anodin. Elle est susceptible de provoquer des infections urinaires, des pneumonies, des septicémies, des trucs cool quoi. Today we have for appetizers, excuse me. L'armée avait mis en place des dispositifs de surveillance à 43 endroits dans la ville pour mesurer la présence de la bactérie. Et évidemment, elle était présente. 3 jours après le début de l'expérience, les hôpitaux, eux non plus n'étaient pas au courant, notent 5 à 10 fois plus d'infections qu'en temps normal. Par chance, parmi toute la population de San Francisco, il n'y a pas eu beaucoup de cas d'infections marquantes. Mais malgré tout, une petite épidémie de pneumonie et d'infections urinaires, dont 11 cas sévères et résistants aux antibiotiques. Et malheureusement, un habitant, Edward Nevin, est malgré tout décédé. Pour l'armée, cette opération a été un succès. Ils avaient à présent la certitude que la baie de San Francisco était une zone sensible aux attaques biologiques par la mer, et pouvaient donc mettre en place des dispositifs. En 69, le président Nixon décide de mettre un terme aux recherches sur les armes chimiques et au stockage des agents biologiques. Les simulations sur les Américains ont alors cessé. Parce que oui, il y en a eu d'autres, plus d'une centaine selon le New York Times, dans l'aération du Pentagone ou dans le métro new-yorkais à l'heure de pointe par exemple. Et lorsque ces documents ont été déclassifiés, dans les années 70, l'armée s'est défendue en insistant sur le fait que cette bactérie était inoffensive et que l'épidémie arrivée à ce moment-là n'était qu'un pur hasard. En 1981, le major général William Creasy, directeur de ce programme de recherche, témoigne lors des procès sur ces expérimentations. Il déclare que l'armée devrait pouvoir faire les tests où elle veut et quand elle veut, lorsqu'elle estime que c'est nécessaire, que la population n'était pas informée pour éviter les mouvements de panique, et que les essais étaient nécessaires car les armes biologiques sont faites pour marcher contre la population. Et donc il fallait les tester dans le genre d'endroit où la population travaille et vit. Plutôt fun le mec, non? Bruce Reimer est né en 1965 au Canada. Pour soigner un petit problème, lui et son frère jumeau Brian doivent subir une circoncision à l'âge de 8 mois. Bruce est le premier à vivre la petite opération, mais le chirurgien utilise un outil pas vraiment fait pour ça. Une machine à cautériser. Vous savez, quand on parle de cautériser une plaie, en la brûlant ou avec de l'acide. Vous vous en doutez, ça tourne mal. Son pénis est sévèrement endommagé, pour tout dire, il est cramé. Bon, du coup, son jumeau Brian ne subit pas la circoncision. Ses parents, ne sachant pas vraiment quoi faire, le conduisent à Baltimore pour rencontrer John Money, un psychologue et sexologue pas mal médiatisé à l'époque. Il est alors connu pour ses recherches sur la théorie du genre et se pose des questions sur l'aspect inné ou acquis de l'identité sexuelle. Selon lui, elle serait déterminée par l'environnement dans lequel on grandit. Le sexe biologique ne serait qu'un leurre. Vous sentez le truc venir ? Un psy qui pense qu'on peut manipuler l'identité sexuelle, un petit garçon de 8 mois avec les parties intimes cramées, pour Money, c'est une opportunité en or. Il voit ça comme l'occasion de démontrer ses théories sur un modèle vivant. Il a face à lui des parents bouleversés par la situation de leur enfant. Il leur propose comme solution d'élever Bruce comme une fille.
Il subit une ablation du pénis et démarre un traitement hormonal. Et pour que son expérience soit menée à bien, Monet ordonne aux parents de ne jamais dire la vérité à Bruce sur son sexe de naissance. Bruce Reimer devient alors Brenda. Ses parents lui mettent des robes, lui offrent des poupées et lui parlent au féminin. À 22 mois, Brenda subit une réattribution sexuelle. Plus de parties intimes masculines, elles sont remplacées par un orifice féminin. Pendant des années, Monet suit le cas de Brenda en la voyant une fois par an. Il publie des articles sur le cas qu'il nomme John Johan, dans lesquels il se félicite du succès de son expérience. Et il va même plus loin, en sortant un bouquin qui s'appelle Homme-femme, garçon-fille, dans lequel il prend le cas de Brenda pour preuve que l'identité sexuelle n'est qu'une question d'éducation et de contexte social. Seulement voilà. Du côté de Brenda, c'est une autre histoire. À l'adolescence, elle continue son traitement hormonal, auquel sont ajoutés des oestrogènes pour développer sa poitrine, mais elle ne sait toujours pas la vérité sur sa naissance. Brenda passe une adolescence terrible. Sans comprendre pourquoi, elle sent sa voix devenir plus grave. Malgré les hormones et les robes, elle ne se sent pas féminine, et elle n'est pas attirée par les garçons mais par les filles. Elle décrit ses séances annuelles chez Monet comme de véritables traumatismes. En 1980, à l'âge de 15 ans, Brenda refuse de continuer à prendre son traitement. Elle n'est pas bien, elle ne comprend pas pourquoi. Alors ses parents décident de lui révéler la vérité. Imaginez apprendre à l'âge de 15 ans qu'en fait, vous êtes né de l'autre sexe. Brenda décide de reprendre son identité masculine et devient alors David Reimer. Cette situation bouleverse toute la famille, et notamment son frère Brian, qui apprend que sa jumelle est en fait son jumeau. Il n'encaisse pas la nouvelle et commence à développer des troubles mentaux, qui deviendront plus tard une schizophrénie. En 1997, à 32 ans, David commence un traitement pour inverser la réattribution sexuelle. Il subit une mastectomie pour se débarrasser de sa poitrine et une phalloplastie pour retrouver son entrejambe d'antan. La même année, avec l'aide d'une journaliste, il publie son histoire et confronte sa réalité aux articles dithyrambiques de John Monet. Il révèle la falsification. David s'essaye à une vie normale, il épouse une femme, mais la cicatrice psychologique de cette expérience identitaire est trop importante. En 2002, son jumeau Brian, devenu schizophrène, met fin à ses jours. David plonge alors dans une spirale d'alcool et d'antidépresseurs et rejoint son frère en 2004, laissant derrière lui les traces d'une expérimentation humaine terrible. Putain, on va enchaîner après ça, tiens. On reste chez nos amis de l'Outre-Atlantique. Le projet MKUltra est sûrement l'un des projets secrets les plus connus, depuis qu'il a été révélé au grand jour en 1975. En 1953, le directeur de la CIA, Alan Dulles, lance le projet MKUltra. À la direction de ce projet, le docteur Sidney Gottlieb, un psychiatre dont la spécialité est les armes chimiques. Ouais, psychiatre, armes chimiques, déjà rien que ça sent pas bon. The Doomsday Machine is terrifying? L'objectif de ce projet, développer des techniques de manipulation mentale, de lavage de cerveau, développer des sérums de vérité, tenter d'obtenir un contrôle mental ou de retourner un espion. Je le rappelle, hein, on est en pleine guerre froide. Pour ça, il s'intéresse à une substance qui commence à faire parler d'elle dans le milieu de la recherche médicale. Un psychotrope dont le brevet de synthèse a été déposé 3 ans plus tôt. Le diéthylamide de l'acide lysergique. What does that mean? Le LSD. L'idée? En faire un peu tout et n'importe quoi en espérant obtenir un résultat sympa. Le cœur d'expérience consistant à tester des drogues sur des patients, la plupart du temps non volontaires. Sinon ce serait pas drôle. Bon, je ne vais pas pouvoir vous décrire en détail chaque expérience, non pas parce qu'on n'en sait pas grand chose, mais parce que le projet a duré 11 ans, et qu'ils ont été très productifs. MKUltra comporte pas moins de 149 sous-projets connus, tous aussi fous les uns que les autres. Comme des prisonniers sous LSD en continu pendant 77 jours, et qui recevaient en récompense une dose d'héroïne. Ou encore Frank Olsen, un membre de la CIA à qui on a administré du LSD à plusieurs reprises sans qu'il le sache, et qui est parti en dépression jusqu'à son décès peu de temps après. Et les cobayes involontaires étaient légion. De simples citoyens qui passaient par là, des personnes atteintes de maladies mentales, des prostituées du personnel militaire, ou même d'autres agents du gouvernement. C'est le cas du marshal américain Wayne Ritchie. Avant d'être marshal, Wayne Ritchie a servi 5 ans chez les Marines et a été gardien à Alcatraz pendant 1 an. Un soir, il boit un bourbon avec un autre marshal, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dans son verre se trouve aussi une dose de LSD. Il se met à se sentir mal, il s'excuse et s'isole quelques minutes. Il est persuadé que son hôte ne l'aime pas, il se sent oppressé et il a besoin de s'enfuir. Il court alors chez lui, où l'attend sa petite amie. Malheureusement pour Ritchie, une dispute éclate entre les jeunes tourtereaux. Sa copine en a marre de San Francisco et elle veut retourner vivre à New York. Wayne Ritchie ne comprend pas ce qui lui arrive et s'en va de chez lui. Il fonce dans les bars pour boire quelques whisky coca dans l'espoir que ça se calme. Mais il vogue de bar en bar, car à chaque fois, il pense que les personnes présentes sont contre lui veulent du mal. Il se dit, s'ils veulent se débarrasser de moi, alors je vais les aider. Le marshal va à son bureau en pleine nuit et prend son arme. De bar en bar, sa tête surchauffe, il réfléchit. Il pense à un plan qui pourrait changer sa vie. Pour retourner vivre à New York avec sa copine, il ne lui faut qu'un peu d'argent. Il décide donc de braquer des bars. Après avoir terminé son verre, il sort son arme. Il demande au serveur l'argent de la caisse. Par chance, une serveuse qui était derrière lui l'assomme.
Lorsqu'il se réveille, il est avec 2 agents de police. Il évite la prison, mais il est en probation pour 5 ans. Il perd son travail et doit payer une amende. Il devra attendre un certain temps avant de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Une expérience illégale, une vie en plus de foutu. Et les expériences du genre étaient nombreuses, comme le sous-projet Midnight Climax, une série de maisons closes contrôlée par le FBI où les prostituées étaient payées pour aguicher et droguer des clients afin que des agents observent leur comportement derrière des vitres teintées. En 1974, un article du New York Times révélant ces expériences illégales mit fin au projet. Des commissions d'enquête sont ouvertes, même si beaucoup de documents ont été détruits dans l'urgence par les membres du projet, des preuves restantes ressortent que pas moins de 125 substances différentes ont été testées, et que les expériences allaient bien au-delà de ça. Elles concernaient des drogues, mais aussi des maladies, des expériences sur la radiation, sur l'électricité et même sur des enfants. Bon, attention, c'est tellement énorme que le projet MKUltra est source de théories diverses et variées et pas toujours très fondées. Si vous cherchez des infos sur ce genre d'expérience, faites bien attention à vos sources. On a vite fait de tomber sur des théories fallacieuses, à peine plus dingues que la réalité, mais fausses, ou en tout cas infondées. Comme d'habitude, je vous ai laissé en description les sources qui m'ont permis d'écrire cette vidéo. Eh mais attendez, on n'a pas parlé encore des nazis et de Mengele et le KGB. Oh non, 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 pas le carton de fin, non. Et merde. Bon bah, ce sera pour Halloween prochain alors. En attendant, je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et joyeux Halloween.